Vous n'avez pas craqué? C'est toujours à la télé que je craque. Moi, je ne savais pas d'ailleurs que vous aviez été à ce point proche de Jacques Mérine. J'ai toujours trouvé les idées pour m'en sortir. Après avoir connu le luxe et la célébrité, mes invités se sont retrouvés ruinés et surendettés. Où ont-ils trouvé l'énergie de se relever et de rebondir après avoir tout perdu? Alors, Chantal Goya, Jean-Jacques Debout. Bon, on le connaît, ça devient un peu, c'est vrai, c'est presque légendaire ce qui vous est arrivé. Mais un duo à la ville comme à la scène qui vous permet de défier non seulement le temps, puisque ça fait 40 ans que vous êtes ensemble, mais aussi les revers de fortune. Est-ce que c'est grâce à votre optimisme? Moi, je suis quelqu'un qui fonce et puis qui ouvre les portes. De toute manière, je ne reste pas sur des mauvaises nouvelles. Donc, quand il y a une mauvaise nouvelle, je téléphone tout de suite aux personnes et puis je vais aller les voir. Oui, elle est très optimiste, elle est même des fois un peu inconsciente. Et je crois que c'est son inconscience qui se mêle à son optimisme et qui fait qu'aussi, des fois, on surmonte des choses insurmontables, en tout cas qui me paraissent insurmontables. Et puis on finit par quand même les surmonter. C'est pas toujours facile. Je crois qu'on a des métiers tellement rapides au point de vue notoriété et argent. Parce que nous, on était dans à notre histoire, on était producteurs de nos spectacles. C'est nous tout seuls qui produisions, qui allons chercher. Moi, j'allais à la banque, j'hypothéquais la maison, je mettais tout l'argent dans un spectacle. Jean-Jacques écrivait, composait, je voulais pas qu'il s'occupe des parties argent. Et il est évident que tout ça, c'est... Mais je m'aperçois que ce soit Patrick, que ce soit Gérald, que ce soit nous, que ce soit tous les artistes, notre bête noire, c'est le fisc. On devrait avoir un prélèvement à la source sur ce qu'on gagne. Et là, on n'aurait plus de problème. Et les impôts seraient ravis, ils auraient de l'argent tout de suite. Vous avez l'air tous d'accord, pardon. Il y en a un pour lui rendre cette justice. Il y a quelqu'un qui a pensé, évidemment, depuis qu'il a été ministre de la Culture, c'est Jacques Lang. Et lui, il l'a toujours demandé parce que même lui disait c'est difficile d'être un artiste et d'être un comptable en même temps. Alors, Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, je le disais, unis depuis 40 ans. Oui. Alors, pour le meilleur, vous avez 2 enfants ensemble. Oui. 4 petits-enfants. Voilà, d'immenses succès ensemble. Et le pire, vous l'avez connu ou pas? On a connu l'Empire et le pire. C'est joli. Et alors, justement, les dettes, les huissiers, tout ce que vous avez connu... Les huisseries, tout. Vous, depuis des dizaines... Depuis toujours. Depuis mon mariage avec Jean-Jacques. Donc vous avez du recul, finalement, Moi, je crois que la chose déjà la plus importante, c'est qu'en cas de problème, il ne faut pas s'enterrer, il ne faut pas s'enfermer dans sa coquille. Moi, je suis quelqu'un qui adore ouvrir les portes et parler. Je le dis à tout le monde. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de... Une vraie battante. J'aurais aimé avoir une usine, moi. Et mettre tout le monde... Alors, de toute façon, vous portez, et l'un et l'autre, franchement, des noms prédestinés. Votre nom, vous, de jeune fille, c'est Deguerre. Deguerre, c'est incroyable. Et vous, Debout. Oui, moi... Quand même, il fallait le faire. Je dis toujours que quand je serai mort, ça sera la veuve de guerre. Oh, bah c'est charmant. Quant à moi, je voulais lui écrire ces spectacles-là aussi pour faire rêver les enfants, parce que moi, quand j'avais 6-7 ans, je rêvais d'aller voir des grands spectacles comme ça. Vous avez engagé tout votre argent. Alors, les gens, oui, mais Mireille, les producteurs, enfin Roland Hubert, avaient peur aussi, parce que des fois, ils me voyaient faire dépenser des sommes colossales. Alors, ils me disaient, vous vous rendez compte comment... Mais je lui disais, oui, mais pour les enfants, il n'y a rien de trop beau. Tous les décors étaient faits par les peintres de la Scala de Milan qui venaient à Paris chez Simonini. Non, c'était des spectacles, je mettais 1 an et demi pour les préparer. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est le jour où ça s'est arrêté tout d'un coup. Et c'est pas du tout l'argent que ça me rapportait, parce que l'argent, je le réinvestissais dans les spectacles. Parce que je trouvais que chaque l'argent, vous vous en fichez. Oui. Dans le fond, il est là pour être dépensé. Je pense que l'argent, finalement, ne reste que chez les gens qui en sont véritablement amoureux. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, vous avez été meurtri. Oui, parce que une vraie meurtrissure. Parce que j'étais à la tête d'une équipe de 120 personnes qui étaient au Palais des Congrès avec moi, que je dirigeais. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, je suis obligé de me séparer de tout ce monde-là. Et ce monde-là, en fait, c'était la famille pour laquelle je vivais. J'étais fasciné par mon équipe, fasciné par le talent de Chantal. Et puis alors, j'étais aussi tellement heureux de voir tous ces enfants dans cette salle de 4000 places qui venaient chanter en même temps. C'est très beau, une salle de 4000 places qui chante à l'unisson avec les comédiens et tous ces enfants. Il y avait 60 enfants sur la scène. Et alors, de me séparer de tous ces artistes,
Et tout d'un coup, j'ai pas bien compris ce qui m'est arrivé. Et j'ai même failli en finir avec la vie. Enfin, avec ma propre vie. J'y ai pensé. Alors je me suis dit, ma mère est encore là, que ça va lui faire tellement de peine qu'il vaut mieux que je prenne le large. C'est comme ça que j'ai rencontré aux Antilles un copain qui m'a dit, viens, on va aller découvrir les îles. Et puis j'ai repris, grâce à des amis qui m'ont aidé. Et Chantal, vous êtes restée seule. Ça a été difficile ce moment où Jean-Jacques est parti parce qu'il ne pouvait pas supporter. Oui, mais moi Elle est costaud aussi, hein. Oui, très. J'étais très malheureuse qu'on m'ait cassé dans mon spectacle. Vous parlez de cette fameuse émission. Et là, ça a tout basculé. Ça m'étonne que vous reveniez là-dessus parce que vous en avez déjà parlé. Mais parce que c'est... Et on s'aperçoit que c'est... Mais ça reste la blessure la plus totale. Mais attendez, toute ma vie a basculé en 3 minutes. Oui. Ma vie a basculé en 3 minutes. Jean-Jacques m'avait dit 4 jours avant, ne fais jamais cette émission parce qu'ils vont te tuer en direct. C'était en fait 2 médias que je connais et qui s'étaient donné, enfin 3 même, qui s'étaient donné le mot pour la casser ce soir-là. C'est très simple. Alors, vous savez, c'est facile à d'abattre. Vous avez su tout de suite que la carrière allait s'arrêter à ce moment-là? Vous l'avez compris tout de suite, Jean-Jacques? Oui, puisque on est parti après à l'hôtel, ça s'est passé à Lyon. Et je lui ai dit... moi, je sais pas où je vais aller habiter. Toi, tu feras ce que tu voudras. Et Chantal m'a dit, mais moi, je vais continuer, quoi qu'il arrive. Ouais, moi, je continue. Hein. Puis, finalement, la tournée s'est arrêtée à Bordeaux. Et à Bordeaux, Roland Hubert m'a dit, vous ne faites plus le monde que vous faisiez. Donc, je suis dans l'obligation de licencier tout le monde et d'arrêter. Ça aurait pu faire exploser votre couple, cette histoire, ou pas? Bon, pas pour moi. Alors moi, je me suis rendu compte de rien. Enfin, il a fait... Parce que moi, je mélangeais pas. Oui, moi, j'ai jamais mélangé. Mais moi, j'avais pensé à être curé, donc tu vas pas un curé qui dit je vais être curé avec ma femme. Mais bonne sœur, et puis on sera ensemble. T'as pas vu un curé qui rentre dans les ordres avec sa femme qui ne suit pas? Non, mais moi, non, mais Jean-Jacques, c'est le vrai créateur, c'est le vrai sensible. Tout ce qui est administratif, c'est dramatique. On comprend. Mais moi, on comprend que ça vous a mis. Non, moi, ça vous a bouleversé, mis non, à terre. Puis je voulais très plus entendre parler de chansons. Je voulais même plus voir une pochette de disque où elle était dessus. Je voulais plus entendre parler de rien. Non, moi, je cachais tout dans des coins pour pas qu'ils voient. Et puis j'allais voir les maisons de disques, je leur disais on va faire un très très bel album, il n'y avait rien, mais il fallait bien raconter quelque chose. Et puis là je testais, je voyais qu'est-ce qui était intéressé. Et vous n'avez plus jamais réécrit pour Chantal? Si, je refais quelques chansons. Il a fait 2 beaux spectacles depuis ici. Et puis on n'a jamais arrêté, on a continué avec une équipe réduite. Bon, on n'avait plus les gros médias. Bon, finalement, on se débrouille quand même, on a le public, c'est le plus important. Hein. On a chanté ensemble à Bruxelles dernièrement, c'était lors de la Gay Pride, et c'est vrai que le public était debout, les gens qui ont mon âge en fait, et alors avec des remixes un peu house derrière, c'est excellent. Alors moi je me souviens que je l'avais vu, je lui avais dit oh là là, ils sont tous là, ils sont tatoués, ils ont des piercings, ils ont les cheveux comme ça, mais moi avec mon lapin et ma robe rose, je vais avoir ridicule, pas du tout. Mais au contraire, vous êtes forêt de l'automne, et ça chantait. Oui, mais moi j'étais derrière. Mais vous êtes devenue une icône. Voilà, alors je sais pas, mais en tout cas... Et pour la population gay, et aussi, comme le dit Jean-Jacques Debout, c'est que vous êtes comme Tintin, vous plaisez à toutes les générations de 7 à 77 ans. En tout cas, c'est grâce aussi à ces chansons qui sont dans la mémoire collective. Comme quoi, on s'était jamais trompé. Même si ça a coûté cher, même si on n'a plus un rond, même si on a fait le maximum pour que ce soit... qu'on n'a pas entassé comme les autres ont entassé pour acheter des chambres de bonne, pour acheter... Nous, on n'a rien. Mais on a tellement de bonheur et tellement de... C'est tout mon argent, c'est mon trésor, il est dans ce qu'ils disent. Et alors, où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, financièrement? Mes droits depuis 7-8 ans, maintenant 8 ans. 5 ans. Depuis 5 ans, partent tous aux impôts. La totalité, oui. La totalité, et puis j'essaye de trouver un accord avec eux. Mais c'est très difficile parce que à chaque fois, il y a des pénalités qui finalement regrossissent tout ça. Donc vous ne pouvez pas en ce moment... C'est comme un compteur que vous ne pourriez pas mettre à zéro. Il faudrait essayer de trouver un accord. Pour l'instant, tout ce qu'on donne, ça paye les pénalités et les taxes, mais jamais le capital. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à faire un arrangement au plus vite. Non, par moment, je suis un peu découragé. Je ne vais pas vous dire que tous les jours, j'ai la banane. Non, parce qu'il y a des fois, je me dis, j'y arriverai jamais. Ils finiront même par me saisir ma tombe. Parce que là, tout a été pris, là, Jean-Jacques. Là. Toutes les maisons ont été vendues, c'est ça oui, il n'y a plus rien.
Dans cette période-là où vous gagnez de l'argent, vous n'avez jamais pensé à mettre de l'argent de côté? Non, parce qu'on arrivait à équilibrer, mais on ne faisait pas de bénéfices. On n'avait pas d'argent mis sur le côté. On a eu un jour ce château, non pas pour l'habiter, parce qu'ils voulaient y faire des spectacles sans sortir. C'était pas pour être châtelain, puisque dedans, c'était une coquille vide. Et un outil de travail, donc. Bah voilà, c'était ça. Enfin, c'est un rêve que j'ai voulu oui, rendre vivant. Et puis, mais je regrette pas, parce que les spectacles que j'y ai montés ont été appréciés on en parle encore, du reste. Dans tout ce qui a été vendu, ce qui a été pris, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Je regrette un peu le piano que j'ai dû vendre. Ouais, parce que ça, c'est vraiment... piano, ça, c'est le piano que vous avez vu là, c'est gentiment un ami à moi qui en est propriétaire, qui m'a dit plutôt qu'il soit dans un garde-meuble. Est-ce que tu veux que je le mette chez toi? Comme ça, tu pourras tu pourras t'en servir. Moi, ça me fait plaisir de réentendre Jean-Jacques jouer du piano. Et nos petits-enfants, ils découvrent leur papy qui joue du piano parce qu'ils ne savaient pas qu'il jouait du piano à l'époque. Ah, ils ne savaient pas? Parce qu'ils n'avaient pas vu, on n'avait pas de piano à la maison. Mais pendant combien de temps vous n'avez plus de piano? Non, mais j'avais un synthétiseur que je mettais sur mon lit avec des piles. Et puis... Bah oui, parce que c'est pas pareil. Mais on ouvre le piano et ça devient une fête autour du piano, on écoute les chansons. Là, tu vas parler à ma place? Faites-nous une vraie dispute de couple. Vous avez le droit, vous, 40 ans. Non, mais elle est infernale. Non, mais moi, ça glisse comme non, toi. vous avez résisté à tout. 40 ans. On ne s'est jamais disputé. Non, mais elle a bon caractère. Moi, j'ai un très bon Parce caractère. que moi, pour me supporter, croyez-moi, c'est pas de la tarte aux fraises. Il est drôle, mais il est comme les clowns. Hein. La journée, il est très triste et la nuit, il fait rire tout le monde. Et comme un clown chasse l'autre, c'est pour ça qu'on est restés ensemble. Paul Lombard, qui est avocat, disait que justement, même quand vous avez eu de l'argent, vous n'avez jamais été matu vu. Hein. J'étais un peu élevée par mes parents comme ça, parce que moi, je viens d'une famille où mon papa avait des plantations en Indochine, là-bas. Et on est revenu avec famille rien. Très aisée, vous aussi au départ. Oui, maman a vécu 25 ans là-bas. Et quand on est revenu, on remerciait le bon Dieu de ne pas avoir la tête coupée par le Viet Minh. Et avec un sac de charbon, il y avait 3 petites choses dedans. Mais on a recommencé une vie... Alors ma mère, elle était géniale parce qu'on avait un tout petit appartement rue de Paradis. Déjà, rue de Paradis, c'est bien, hein, c'est joyeux comme nom. Donc, ça veut dire déjà plein de choses. Et dans la cuisine, c'était en même temps la baignoire, la cuisine, on se lavait. Alors elle me disait, tu vois, ce qui est génial, c'est que pendant que je te lave les cheveux, je peux faire l'omelette. Je dis, oh oui, c'est génial, maman. Voilà, c'était toujours côté système D, on se débrouille de tout. Elle vient de là, les cette 5 joie frères et sœurs. de vivre. Ouais. Mais oui, et pour aller à l'école, ma première jupe d'école, parce qu'elle m'avait mis dans une école religieuse au cours Bossuet, et comme il n'y avait pas d'argent pour m'acheter une jupe en serge bleu marine, elle m'avait fait une jupe en papier crépon. Alors moi j'étais contente, j'étais la seule à l'avoir. J'avais pas de complexe, on m'a pas appris à être complexée ou le qu'en dira-t-on de l'autre ou ça, si même on n'avait pas à déjeuner vraiment, maman me disait va voir le voisin, ils ont plein de choses à manger. Allez hop, j'y allais, je dis vous avez pas une petite salade pour nous prêter juste pour demain parce qu'avec mes petits frères et sœurs on n'a pas assez. Allez hop, la voisine qui était adorable nous préparait une grosse salade et ça y est, j'ai la salade. On n'avait pas vraiment d'argent et on s'est battu peut-être bien et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai toujours trouvé les idées pour m'en sortir. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à l'un et à l'autre aujourd'hui? Je sais bien qu'on ne me redonnera jamais les moyens de remonter des spectacles comme je les ai fait au Palais des Congrès. Mais au moins d'en monter un, même avec rien, même avec des costumes en papier. C'est ça qui vous manque le plus? Oui, c'est ce qui me manque le plus. C'était en fait le moteur de ma vie, c'était ça. Est-ce que c'est à cause de tout ça que vous avez eu des problèmes avec l'alcool? Mais c'est lié à tout ça, c'est lié aussi à que j'étais pas très heureux dans ma vie professionnelle. Et donc quand on n'est pas très heureux, finalement, on se laisse aller. On se laisse aller. Je mets ça sur d'autres personnes. Hein. En fait, c'est moi qui avais envie de boire. Et s'occuper des petits-enfants, ça ne suffit pas à combler? Si, je m'occupe de mes petits-enfants que j'adore, je les adore. Mais peut-être qu'un jour, je partirai, je sais pas, peut-être en Afrique, je sais pas où, et puis je montrerai des spectacles pour amuser les enfants. J'ai pensé que ça se terminerait comme ça, enfin, vers la fin de ma vie. Moi, je vais être où? Bah toi, tu seras l'infirmière, tu me suivras. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons tous les deux. Vous faites rire Bruno Bellone. Ouais, c'est génial, je trouve qu'ils forment vraiment un beau couple, je trouve. Bonsoir Jean-Jacques Bonsoir, Debout. Mireille. Alors pour vous, la vie commence à 69 ans et des poussières? Oui. Ouais. Eh oui. Je vais, comme on dit, dans mes petits souliers vers 70 ans. Mais j'ai une maman qui, elle, va vers 103 ans. Oh bah alors. Alors que je salue ce soir du reste. C'est colossal le nombre de chansons que vous avez écrites. 1200, pas loin.
Ouais, c'est quand même impressionnant. Oui, mais comme j'ai travaillé pendant 9 ans pour Mariti et Gilbert Carpentier, pour les fameux numéros 1, il se trouvait que tous les samedis, il y avait entre 14 et 15 chansons. Je travaillais en collaboration avec Roger Dumas, parce qu'on travaillait nuit et jour. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un nombre impressionnant de chansons. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous auriez pu faire une carrière absolument extraordinaire de vedette. Et vous êtes toujours resté dans l'ombre numéro 2. Oui, mais enfin, ça m'allait bien parce que... En écrivant pour les plus grands. Oui. J'ai commencé en 58, en même temps que Serge Gainsbourg. Moi, je chantais Les Boutons Dorés, Serge chantait Le Poinçonneur des Lilas. Ouais. Et puis alors après, j'ai commencé à écrire pour Johnny, et puis pour Sylvie. Mais j'ai quand même eu des belles surprises en tant que chanteur, comme Paul et Virginie, comme... C'était succès phénoménal. Il y a eu quand même plus d'1 million à l'époque d'albums de vendus. Mais je me rendais pas compte, mais c'était pas ce que je cherchais. C'était pas ça que je cherchais. Alors, vous dites dans ce livre que vous publiez aujourd'hui même, Ma vie à dormir debout, aux éditions XO, je ne m'aimais pas beaucoup. Je n'ai jamais été contente de moi. Pour chanter, il faut un certain degré d'estime de son propre personnage, et cette estime me faisait peut-être défaut. Oui, c'est vrai. D'abord, j'étais pas mon type d'homme. Et c'est ce que vous dites après, vous ajoutez ça. Ça veut dire quoi, ça veut dire que j'avais du mal à me supporter. Il faut s'aimer un peu pour chanter quand même. Et alors, vous ne vous aimez Non, vous je ne m'aimais pas du tout, je ne me supportais pas. Mais qu'est-ce que vous ne supportiez pas, Jean-Jacques ? Je ne sais pas. Je me sentais mieux à travers les autres. J'étais plus content de travailler pour les autres que de travailler pour moi. J'étais pas assez narcissiste de ma personne. Il faut savoir qu'une vedette de la chanson, je la blâme pas. Je dis pas que c'est pas bien. Mais au bout d'un moment, à force de se regarder dans la glace, à force de se dire il faut que j'ai le succès, le plus fort que celui-là, plus fort qu'un autre, plus fort que si. Il faut que je dépasse dans les hit parades, que j'y sois encore la semaine d'après. Il faut tout ça. Moi, personnellement, ça me faisait peur. J'arrivais pas à me faire à ça. Et en fait, très admiratif, c'est ça qui est joli chez vous, des autres, autres artistes. Je les adorais, puisque je passais ma vie dans les music-halls à aller les applaudir et à aller les voir, et à travailler pour eux. Oui, mais c'est ça, Puis il y avait des moments où j'étais vraiment en dépression, et je me regardais même pas dans une glace, quoi, parce que je pouvais... Alors que avant d'aller sur scène, avant de rentrer sur scène et de livrer un tour de chant, c'est comme si un tour de chant, on livre une bataille un peu quand même, sur la scène. Alors déjà, le fait de ne pas vouloir me regarder ni dans la glace, ni des fois de me rendre même au music-hall où j'étais quand même marqué sur le fronton, je me souviens que Bruno Cocatrix, il y a des moments où il me prenait un peu pour un timbré. Il disait, je comprends pas ce qu'il a. Parce qu'en plus, vous êtes vachement mignon. Oui, mais c'était peut-être même... Oh, non, je n'ai jamais été Jean Marais dans l'Éternel Retour. Alors, la première chanson que vous écrivez pour Sylvie Vartan devient un tube. Énorme. Oui, absolument devient énorme. Un tube, j'en suis même pas revenu. Parce qu'en fait, c'était une demande de Daniel Philippaki. Et là, je lui ai écrit tous mes copains, qui en 10 jours est devenu numéro 1 de tous les hit-parades de France. Sylvie Vartan. Une rencontre aussi très très importante dont vous parlez dans votre livre. Qui a réveillé en moi la flamme d'avoir... Toutes les flammes, elle a réveillé apparemment. Bon, pas qu'à moi. Mais c'est vrai que si j'ai aimé écrire à ce point-là, c'était d'abord pour elle. Et je lui dois au moins je lui dois ça, quoi. Et alors, la rencontre avec Sylvie Vartan, elle est aussi très, très amusante, Jean-Jacques. Parce que vous étiez vraiment amoureux d'elle ? Ah oui. Bon, elle le savait, mais elle faisait comme si elle ne s'en rendait pas compte. Vous avez quand même tenté de l'embrasser, c'est ce que vous racontez dans un cinéma. Mais parce que je l'avais emmenée dans un cinéma d'arrêt d'essai. Et au bout d'un moment, elle a ouvert la bouche, j'étais à côté d'elle, et moi j'ai cru que c'était parce qu'elle voulait que je l'embrasse, et puis pas du tout, c'est parce qu'elle bâillait devant... Elle était fatiguée, quoi. Et elle partait en tournée le lendemain. Moi, ça m'amuse toujours cette anecdote, mais oui, pardon. Et puis c'était pas ça du tout. Elle m'a mordu la langue et elle fait « ça va pas, non ?» Parce qu'elle l'a vraiment mal pris. Maintenant, elle en parle en... Ah, maintenant, elle en rit. Oui. Elle en rit beaucoup. Ça dépend des jours. Et vous avez vraiment été malheureux lorsqu'elle a épousé finalement Johnny ? Parce que je m'y attendais pas. Oui, j'étais malheureux, oui. Ah oui, donc c'est vrai que vous étiez amoureux. Oui, puisque on est resté fâchés plus d'1 an. Ah, quand même. Avec Johnny aussi.
Bon, disons que c'est vrai que le début avait été un peu un ratage quelque part, sentimental, mais ça n'a pas été un ratage professionnel. Jamais d'ailleurs avec vous, absolument jamais. Mais vous étiez un grand amoureux, un grand romantique, Jean-Jacques. Oui, mais ça fait partie aussi de ma vie, parce que je me suis senti souvent... J'étais en pension très jeune quand même. Mon père m'avait mis en pension au Collège de Juilly. C'est là du reste où je rencontre Jacques Mérine. On va en parler. C'était le grand frère en fait. Moi, j'ai jamais depuis l'enfance. J'avais pas de frère. C'était comme mon frère, Jackie. Et je me sentais un petit peu pas sans famille, mais je me sentais. C'est un collège très dur, Juilly. C'était à l'époque. Pourquoi vous étiez au collège? Parce que mon père avait appris que je traînais un peu dans les cafés en sortant de l'école à Saint-Mandé. Et comme il voulait que je sois opticien comme lui, comme il n'avait qu'un seul fils, il voulait que son fils soit opticien. Et alors, ma mère lui disait, tu sais, il veut jouer de la clarinette, il aime que la musique, il n'aime que le jazz, il n'aime que chanter. Et alors, quand il a vu que mes études ne me permettraient pas de devenir opticien, puisque j'étais 0 en maths, 0 dans beaucoup de matières, et il a compris qu'il n'allait pas pouvoir faire de moi un opticien. Alors, il m'a dit, écoute, je ne veux pas entretenir un feignant. Là, j'avais à peu près 14 ans et demi. Puisque tu ne veux plus aller à l'école à 14 ans, je ne te mets pas à la porte, tu auras toujours à manger à la maison, mais tu vas aller dans la chambre de bonne, habiter, et puis tu vas gagner ta vie, puisque tu ne veux plus à l'école, tu gagneras ta vie tout seul. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être d'abord coursier aux éditions Breton, et puis de coursier, j'ai commencé à chanter, et puis ça s'est enchaîné, et puis c'est comme ça que j'ai continué de chanter, puis d'écrire aussi beaucoup pour les autres. Alors je voudrais revenir quand même à votre enfance, à votre adolescence, lorsque vous êtes justement dans ce collège religieux d'ailleurs. Parce que c'est là que des prêtres oratoriens. Voilà, parce que c'est là que vous rencontrez donc l'ennemi public numéro 1, qui le deviendra, qui ne l'est pas à l'époque, Jacques Mérine. Oui. Voilà, une photo de vous deux. C'est la seule d'ailleurs qui existe. Oui. Au collège de Juilly. Alors vous êtes le... Moi, je suis à gauche. Et le Jackie, petit, donc le plus petit. Oui, mais il avait 2 ans de plus que moi. Et Jackie est à droite. C'est lui, quand même, qui vous offre votre première clarinette? Oui. Parce que comme mon père voulait toujours que je sois opticien, il disait « Je me fiche pas mal qu'il devienne clarinettiste ». Alors, un jour, j'en parle à Jackie. Je lui dis « Tu te rends compte, il veut pas que j'ai une clarinette, rien du tout. » Il m'a dit « T'en fais pas, je vais t'en trouver une ». Et un jour, on est allé en vacances à Osgore, ses parents, avec mes parents, Jackie, sa sœur et mes sœurs et moi. Et puis il y avait un orchestre qui jouait sur un kiosque à Osgore, et pendant que les musiciens ont fait une pause pour aller boire un canon au café d'en face de là où ils jouaient, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, dans l'après-midi sur la plage, il m'a dit « Tiens, viens voir, j'ai un cadeau pour toi ». Alors, il avait mis ça sous une serviette de bain, puis il y avait une petite valise en moleskine noire, et puis il l'ouvre, et dedans, il y avait une clarinette. Il m'a dit « C'est pour toi, parce que je veux vraiment que tu joues de la clarinette ». C'est bien, il avait trouvé le moyen. Lui, il avait trouvé une clarinette. Ah, il avait un cœur d'or, il était formidable. Les gens croient que c'était quelqu'un qui... Non, il était d'une très très bonne famille. Oui, tout à fait. Son papa était un des plus grands brodeurs de haute couture de la ville de Paris. Paris, enfin. Oui, tout à fait. Et très intelligent. Et ne supportant pas les injustices, tout jeune. Non, là où il était formidable, c'est qu'au Collège de Juilly, il y avait beaucoup d'orphelins de guerre, parce qu'on n'était pas loin de la guerre. Et le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France d'accueillir des orphelins. Et Jackie, lui, demandait de l'argent à sa mère toutes les semaines. C'était pour leur acheter des souliers, parce qu'ils avaient des souliers, la plupart, qui prenaient l'eau, parce qu'il neigeait. Et puis, il leur achetait du chocolat, il leur achetait des pullovers, il leur achetait des chaussettes. Il leur achetait tout ce qui leur manquait. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que lui. C'est vrai, mais c'est pas des blagues que je vous raconte. Non, je sais. Mais ça m'étonne à chaque fois que vous dites Jackie, c'est vrai, parce que c'est très surprenant. Moi, je ne savais pas d'ailleurs que vous aviez été à ce point proche de Jacques Mérine. Mais si, parce qu'il m'écrivait... Alors vous êtes resté très proche longtemps? Parce que quand il a été à la santé, il m'a envoyé pas mal de courriers. Moi, je lui répondais aussi. Et puis, un jour, Barbara me demande, là, c'était à peu près dans les années 70, 71, elle m'appelle et elle me dit, écoute, je pars en tournée pendant 2 mois, je fais tout le Canada,
Ça me ferait plaisir que ce soit toi qui viennes. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est donc vous êtes au Canada, en première partie d'un récital de Barbara. Oui. Et là, donc, Jacques Mérine arrive. Ce soir-là, je suis sorti normalement par la sortie des artistes. Et puis, il y a un homme qui est arrivé qui m'a attrapé comme ça, comme on attrape un sac. Et puis, il m'a jeté à l'arrière d'une voiture qui a démarré en trombe. Et à côté, sur la banquette arrière, il y avait quelqu'un avec un passe-montagne qui descendait jusque-là et des lunettes noires, ce qui fait que je ne pouvais pas voir qui c'était. Et voilà pas que je me retrouve dans une voiture qui roule à 180 à l'heure sur l'avenue de Sherbrooke et j'entendais une voix, mais qui était un petit peu truquée, qui disait « Vas-y, fonce, 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 j'ai toute la police au cul, j'ai toute la police derrière moi, fonce, fonce ». Je me suis dit « On va rentrer dans une vitrine et ma vie va s'arrêter là ». Et après, la voiture est partie dans la forêt et puis elle s'est arrêtée devant une petite auberge et il m'a dit « Maintenant, retourne-toi ». Je me suis retourné. Tout d'un coup, il a retiré le passe-montagne. Ses lunettes sont tombées par terre. Je lui ai dit, Jackie, qu'est-ce que tu fais là? Tout d'un coup, évidemment, je l'ai reconnu. Oui. Ça ressemble à un enlèvement. Et il m'a dit, ben voilà, j'ai tout Interpol au cul. J'ai toute la police au cul. Je me fais tellement chier ici, au Canada. Dans ce Canada, je m'y emmerde tellement que quand j'ai vu hier soir, je suis passé par hasard devant le parvis du théâtre où tu chantes avec Barbara. Et j'ai dit à mon homme de main, je lui ai dit, tu vois, celui qui s'appelle Jean-Jacques Debout, c'est mon vieux copain, je voudrais tellement l'inviter à dîner qu'à la sortie des artistes, tu iras le chercher, tu me l'amèneras et je l'emmènerai dîner avec moi. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est le visage qu'il avait Oui. à l'époque ou c'est l'un des nombreux visages? Celui-là est un petit peu, il doit être un petit peu, il a dû se laisser pousser la barbe là, parce que le jour où je l'ai revu, il n'avait pas de barbe. Bizarrement, il avait même pas de moustache. Il était comme ça. Il était comme ça. Il était plutôt comme Voilà. ça. Il était plutôt comme ça. C'était son visage. Mais il était dans la vie beaucoup plus beau que ce que vous le voyez sur la... Il était beau dans la vie. Je peux vous le dire parce que toutes les femmes, la plupart des femmes tombaient amoureuses de lui. Ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est le repas avec Barbara. Son vœu, c'était que je vienne déjeuner avec Barbara, là, dans la planque où il était. Alors, d'abord, j'ai dit à Barbara, j'ai rencontré un copain de Juilly, un copain d'école. Elle savait qui il était. Mais non, pas du tout. Et Et elle est venue. Et puis là, il y avait sa garde rapprochée à Jackie, avec des ceintures et des revolvers, et il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, elle a commencé à comprendre que c'était pas un déjeuner ordinaire. Pour le mois. Alors, elle m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que tu en as encore beaucoup à me présenter comme ça? Et pourquoi ça a vrillé à ce point? Pourquoi ils en sont arrivés aux mains? Ah non, c'est bien après, là. Enfin, ils en sont arrivés aux mains. Non. À un moment, à table, mais ça faisait partie aussi du grand cœur qu'avait Jackie. À un moment, il lui dit, Barbara, si vous pouviez me chanter, dis quand reviendras-tu? Mais alors là, on était à table, elle n'était pas devant un piano ni un orgue. Et elle le regarde et elle lui dit, mais je suis désolé, je ne chante jamais à table d'abord, jamais la bouche pleine. Elle lui dit, jeune homme, j'espère que vous plaisantez. Et puis lui, il lui a mis ses mains comme ça sur son cou. Mais je pense qu'il l'a fait pour rigoler. Je pense... Elle savait pas trop. Elle me dit, oui, mais enfin, elle veut pas chanter, tu te rends pas compte. Moi, j'adore quand elle chante et tout. Alors, c'était invraisemblable. C'était un peu surréaliste. Et il lui a offert, alors, pour se faire pardonner, une rivière de diamants. Et elle a refusé. Et je lui ai dit, écoute, tu as tort, écoute, puisqu'il te l'offre. Vous l'auriez gardé? C'est un bijou volé, Jean-Jacques. Oui, mais moi, je ne savais pas, et puis elle n'était pas censée de le savoir. Hein? Oh. Alors, ça a été la grande question a été de savoir si on le ramenait en France ou s'il restait à Montréal. Et comme elle avait près d'elle, je ne peux pas dire qui, quelqu'un qui avait tout le temps besoin d'argent, je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un à qui ça fera plaisir, tu lui offriras en arrivant à Paris. Elle l'a fait? Oui, mais c'est moi qui ai passé le cadeau. Alors la grande rencontre plus tard dans votre carrière et qui était importante, c'est Marlène Dietrich. Ah oui, ça c'est même mon plus grand professeur. C'est vrai? Ah oui. Professeur à tous les niveaux, oui. Amoureux ou juste professionnel? Moi j'aimais beaucoup, mais c'était... Vous n'avez jamais été amant? Non.
Je ne pense pas. Mais elle était très belle, elle était bien évidemment cette légende vivante qui représente l'ange bleu. Et moi, j'en revenais pas de la voir qui m'appelle au téléphone en me disant « Vous me rappelez Gabin quand il était jeune ?» Et elle me dit « Puisque je sais, moi je suis venu à Paris pour chanter, pour qu'il vienne me voir chanter, pour qu'il voie ce que je suis devenu. » C'est la première chose qu'elle m'a dite. Gabin, son grand amour. Oui, qui a été son seul vrai grand amour. Mais je sais qu'il ne viendra pas. Il n'est pas venu ? Non, il n'est pas venu. Alors elle m'a dit finalement, pour me consoler, puisque je sais qu'il ne viendra pas, au moins vous serez dans ma première partie, puisque vous me le rappelez quand il était jeune. Voilà, c'est un joli lot de consolation, oui. Jean-Jacques. Oui. C'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal. Alors Jean-Jacques, on va faire quelques petits mots, sinon ça serait trop long, il faut lire le livre. Donc, la rencontre avec Chantal Goya, votre épouse, au niveau professionnel, ça a été des années absolument incroyables. Incroyable. Vous avez fait de Chantal une immense vedette, populaire, transgénérationnelle. Oui, mais enfin, si elle ne m'avait pas inspiré tous ces spectacles-là, parce qu'elle me les inspirait, c'est-à-dire des décors, de la mise en scène, de tout. J'avais envie de tout écrire, enfin, je faisais tout. C'est elle aussi qui a été le moteur de ça. C'est un énorme coup de foudre. Énorme. Vous écrivez d'ailleurs que Chantal est la seule personne qui vous ait donné un tout petit peu confiance en vous. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, je continuais à ne pas avoir confiance en moi, je l'avoue. Vous avez vécu quand même des années absolument incroyables. L'argent coulait à flot, non ? L'argent a coulé à flot, mais... Vous en avez profité, Jean-Jacques, en achetant des châteaux? Très sincèrement, j'en ai profité. Mais je ne suis pas quelqu'un d'économe. Je suis pas... La preuve, c'est que j'en ai eu des maisons. J'ai restauré 3 châteaux. J'ai restauré une vingtaine de maisons de campagne. Je pourrais même faire un livre sur toutes les maisons que j'ai restaurées. Mais aujourd'hui, il ne m'en reste aucune. Je sais. Vous avez tout perdu, de toute façon. Oui, j'ai tout perdu, mais disons que j'en ai bien profité. Et puis maintenant, je me contente de louer un petit appartement à Luchon, avec une montagne devant moi, où je suis très, très heureux. Donc, en 85, c'est vraiment le moment où tout a basculé avec ce fameux jeu de la vérité. C'est là où il y a eu un arrêt pour vous dans la carrière. Et je vous propose qu'on revienne sur ce moment douloureux. C'était aussi violent que ça ? Oui, ça a été terrible. Moi, j'étais sûre que ça allait m'arriver. Ouais. J'étais sûre que ça allait m'arriver, une histoire pareille, parce que je ressentais que autant le public était présent, autant il y avait beaucoup de jalousie dans les articles de journaux, des petites piques comme ça, à gauche à droite. Et c'était un peu ça que Jean-Jacques voulait me protéger en ne faisant pas l'émission. Mais une voix me disait, fais-la quand même. Tu auras les épaules de traverser ce moment difficile. Et en même temps, ça va te protéger pour beaucoup de choses. Et vous savez, dans une vie, quand on a le talent de Jean-Jacques Debout, qu'on a les belles chansons qu'il m'a écrites et qu'on a ma force pour continuer, on peut y arriver, on peut continuer. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et vraiment, vous avez voulu en finir, vous ? Ah, moi, j'étais Jean-Jacques, c'est vraiment ? Vous avez pensé au suicide, c'était la fin de tout, de votre belle histoire. Enfin, suicide, un suicide, disons, je voulais m'éclipser, je voulais partir, du reste, je suis parti. Ouais. Je suis parti aux Antilles, je montais sur n'importe quel voilier, pour le premier qui voulait m'emmener faire le tour du monde, je partais avec lui, je savais même pas où on allait s'arrêter. Combien de temps ? Ça, j'ai quand même vécu, faut être franc, au moins 8 ou 9 ans, ou 10, même pas loin de 10, de galère. Hein. Ah oui, je croyais plus en rien du tout. Lui, il était vraiment en dépression, il n'était pas bien. Et le couple a tenu bon. Mais moi, je lui disais, profites-en parce que... Je disais, profites-en parce que finalement, tu fais un beau voyage, tu vas être dans des univers magiques de tout ce qui peut arriver, la mer, la nature, etc. Enfin, vous êtes plutôt cool parce que beaucoup de femmes n'auraient pas... Oh, déjà, le jour du mariage, il n'était pas là, alors c'est pas grave. Non. Là, tu t'es parti le jour du mariage, tu avais été voir Luis Mariano. Non, c'est pas ça. Je me souviens. Et finalement, il avait un grand rendez-vous, un dîner, mais il pouvait pas annoncer à Luis Mariano. C'est son idole. Ça faisait 2 mois que le rendez-vous était pris. Je me vois pas décommander Luis Mariano. Alors quand les gens lui disaient, mais où est Jean-Jacques ? Elle disait, il est parti dîner avec Luis Mariano. Et les gens prenaient ça pour une blague. Ils se disaient, elle est folle, elle nous raconte n'importe quoi.
Dites-moi, Jean-Paul, Je peux rien rajouter, oui, si vous voulez, je vous vous dise êtes après artiste ça. peintre, vous. Oui, ça, c'est vous, sûr. vous êtes toujours au spectacle avec vos parents, si je comprends bien. Ben, Vous êtes le fils aîné. Hein. Voilà, depuis le premier jour, depuis toujours, en fait, aux premières loges. Mais alors, vous avez vécu, vous, donc l'enfance, l'adolescence, au moment des grands spectacles où tout allait bien. Mais je crois que tout le monde garde un souvenir génial de cette période-là. Ouais, ouais. Ouais. Et la cassure en 85, vous étiez grand. Vous voulez dire le jeu de la vérité? Oui, 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 oui. Oui, j'avais 19 ans. 19 ans. Oui, Donc oui. vous avez connu l'avant, l'après. Oh, j'étais avec ma sœur à la maison devant la télé, comme beaucoup de Oui, Français. enfin, c'est pas le soir même, hein, mais... Ah, non, mais si, parce que nous, c'est vraiment... Après, on n'en a plus jamais parlé, quoi. Ah, mais pardon. on était... voilà. Et puis, on a vu on a vu tout ce qui s'est passé. On était triste pour eux, de voir quelqu'un qui souffre, et puis on se sent vraiment impuissant, qu'on aimerait bien pouvoir faire quelque chose. Tous ces rêves, parce que moi, depuis l'âge de 8 ans, je rêvais de mettre en scène des spectacles pour les enfants. C'était le rêve et le jouet qui étaient cassés. Voilà, Toute l'aventure s'arrêtait. Oui, et c'est même pas le jouet que je regrettais. Ce qui m'a fait de la peine, c'est d'avoir surtout perdu toute cette équipe avec laquelle j'étais très soudé. Et ça a été dur. C'est pour ça que vous avez préféré partir, Voilà. finalement. Mais seulement, il y a une chose c'est vrai que Jean-Jacques est parti. Je me suis dit, on va pas rester comme ça à pleurnicher sur notre sort. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc j'ai appelé toute l'équipe technique qui était autour de nous. Et puis on a formé une équipe beaucoup plus simple. Ils sont tous revenus. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là autour Mais de nous. c'est elle qui a tenu. Je alors. les ai attirés. Elle, finalement, Moi, elle je n'a vais pas- jamais dématé. Non, alors non. que moi, j'ai dématé moralement, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que J'ai eu c'est raison. reparti. J'ai eu raison parce que je vais vous dire, Mireille, à l'époque, tous les petits qui m'aimaient vraiment, il y a eu cette histoire terrible. Donc, cette espèce d'anneau d'amour était cassé. Et 20 ans après, je les retrouve tous. Les anneaux se sont ressoudés. Ils ont 20 ans, 25 ans. Ce sont des jeunes parents. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre. Alors oui, qui Parce s'appelle que vous avez Dépoussière fait, d'étoiles vous dans aussi, les yeux. Voilà, chez Flammarion, Oui. qui est paru, lui, il y a déjà quelques semaines. semaines. D'ailleurs, vous écrivez quelque chose de très joli dans votre livre. Vous dites « Je crois en la théorie que Charles Trenet a souvent développée devant moi. La vie est un rêve, de temps à autre, traversé par un cauchemar. Quand on l'a digéré, le rêve peut recommencer. » Eh ben oui, c'est vrai. Et cette période, vous l'avez vraiment digérée, vous, tout ça? Ou c'est encore quelque part... Non, maintenant, c'est fini. Et puis, je me dis qu'au fond, c'était peut-être pas plus mal comme ça. Je l'ai mal vécu sur le moment, mais je le vis mieux maintenant, et puis je le comprends mieux maintenant, et puis je me dis qu'au fond, quelque chose de beaucoup plus grave aurait peut-être pu arriver. Une maladie, ou tout d'un coup... Les problèmes avec l'alcool, ça a commencé à ce moment-là, Jean-Jacques, ou pas? Oui, un peu. J'ai pas honte, oui. J'ai pas honte de le dire. Ça a commencé Ça fait un peu partie là. de l'évasion, de la fuite. C'était une oui. évasion, une fuite, et puis ça faisait partie un peu de... Ça m'aidait à oublier tout ça. Alors je rencontrais un technicien, ça se terminait au bistrot tous les deux jusqu'à des 5-6 heures du matin. Et avec Chantal qui venait vous chercher ou qui Et attendait elle venait sagement à la carrément maison? en chemise de nuit, elle oui, en mettait juste pyjama. en pyjama. Ça me dérange Elle pas. savait hein. où j'étais puisqu'elle me téléphonait, elle me disait bon, et puis tout d'un coup je la voyais arriver dans le café. Sauf quand il conduit, beaucoup sauf calmé. quand il est arrêté en conduite en C'était état pas tout à d'ivresse. fait ça non, pas Sans tout à fait. permis. Mon permis était suspendu. Du reste, je le raconte en détail dans le livre. Oui, mais on va Là, pas je vais raconter tout essayer le de livre. faire Il vite, faut que les mais- gens puissent l'acheter quand même et le lire. Oui, la bêtise, c'est que je suis rentré à l'arrière du panier à salade et j'aurais pas dû faire ça. Mais j'aurais quand même mis le pare-choc arrière par terre. Et ça leur a pas plu du tout. En fait, Ça, c'est pour être une bêtise, c'en est une. voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont déféré au parquet. Bah Et voilà, d'ailleurs, c'est un les poète. quelques semaines que vous avez passées en prison, ça s'est passé comment d'ailleurs Ils m'ont d'abord emmené à Fleury-Mérogis, là il n'y avait pas de place. Ils m'ont emmené aussi dans une autre prison très très connue, mais il n'y avait pas de place non plus. Et Une finalement, histoire à dormir debout, celle-ci aussi. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais Mais oui. il ne vous arrive que des aventures comme ça. Et finalement, ils ont fini par m'amener à la santé parce qu'ils ont appris qu'une cellule venait de se libérer et c'était l'ancienne cellule de Maurice Papon. À chaque fois, vous avez une anecdote. Mais bon, ben, Et vous en êtes où de vos problèmes de fisc? on a des Avec le avocats qui fisc. s'occupent de Alors, tout vous en êtes maintenant. où? Ah On ben, a je des règle avocats. petit à petit tout ce que je peux. Je donne tous mes droits d'auteur. Ils prennent tous mes droits d'auteur. Et on a comme Mais un vous accord, avez on a- remboursé Et là- ou pas là? Ah, avez ça a fini? baissé Vous avez quand fini? même. Oui. Non, j'ai pas fini. Mais c'est pas loin d'être fini. Ah, bah ça y est. Oui, le plus dur est réglé. Et maintenant, ben voilà, c'est important d'être Donc, très entouré. Et avec surtout un nous, les moral artistes. d'acier.
Des fois, je peux pas dire que j'ai un moral d'acier tous les jours. Mireille, hein. sa phrase du matin, c'est... Alors j'arrive, moi j'ai déjà pris mon petit déjeuner, je suis de bonne humeur. Et j'arrive, je vois Jean-Jacques qui me dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» C'est la grande phrase du matin. Ça me touche beaucoup. Alors, cette c'est phrase, mignon, vous hein. dites ça. Mais oui, pourquoi? Parce que... Oui, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que des fois, je me dis, j'arriverai peut-être pas La journée va peut-être pas arriver comme il faut, il y aura quelque chose à arriver d'effrayant. au bout de tout ce que je dois faire. Et puis quand je serai mort, ben, peut-être qu'on pourra saisir ma tombe. Et ben si, et on pourra dire, il y a eu l'impôt. Il a connu l'impôt sur le revenu et maintenant il connaît l'impôt sur le revenant. En tout cas, franchement, vous formez un couple absolument incroyable, tous les deux. Ben oui, ça fait faire 66. Combien c'était d'années évident. maintenant Ben, on ensemble s'est mariés en 66, le 25 février. Alors, Donc ça fait plus de 40 ans. 9, 43 ans. Oui. Et pour vous, Chantal, quelle est la principale qualité de Jean-Jacques? Jean-Jacques, c'est un grand poète, c'est quelqu'un qui est toujours, il se remet en question toujours, il doute toujours de lui. Mais je pense que c'est le propre des grands artistes qui ont quelque chose de très rare en eux. C'est-à-dire qu'ils laissent passer les gens devant eux pour les sublimer et eux sont derrière dans l'ombre. Mais sans lui, on serait rien. Quelle Merci, déclaration. Chantal. Merci. Vous n'avez pas craqué? C'est toujours à la télé que je craque. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Mais parce que je sais quelque chose. Je sais quelque part toutes les choses difficiles. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu raison. Il dit toujours c'est comme ça, il est pessimiste. Mais il a le droit, il a raison d'être pessimiste parce que moi, ça équilibre avec moi. Parce que moi, je pense toujours, j'étais trop naïve. Je croyais que les gens étaient un peu comme moi et que les choses étaient toujours merveilleuses. Mais quelque part, il sait que les choses sont dures dans la vie. Oui, mais vous Et êtes que- une complémentarité Ah ben oui, heureusement, formidable. heureusement, mais il Vous voyez, moi, je invente, craque il plus que crée, lui, vous hein. incarnez. Moi, je peux craquer très vite. Oui, d'un mais coup. vous incarnez, c'est vous qui avez incarné. Oui. Il lui fallait une muse, sinon. Et vous étiez la femme-enfant dont il avait besoin pour incarner son rêve. Voilà, et quand puis même. moi, peut-être que Un petite peu, fille, oui. j'avais besoin de rêver, que j'avais pas rêvé beaucoup petite fille, donc tout ce rêve est arrivé après. Elle est irremplaçable. Et puis elle trouve toujours une solution à tout. C'est ça. Oui, en fait, c'est ma fée Clochette, quelque part. Voilà, ben, je vous souhaite encore plein de belles choses. Merci Mireille. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.